Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré aux questions-réponses au sujet de l'appel à candidature en cours de la Rainforest Investigation Network. Alors, la Rainforest Investigation Network est à sa sixième édition et nous allons aujourd'hui vous présenter quels sont les éléments que nous recherchons, quels sont les types de sujets que nous recherchons, mais aussi nous aurons l'opportunité de vous parler des dates clés de l'événement et Jonas Kiriko, qui est avec nous, sera vraiment très honoré de vous partager son expérience parce qu'il a été boursier 2025 de la Rainforest Investigation Network et il est basé en RDC. Donc, l'idée, c'est de voir un peu à travers son expérience comment on fait pour être boursier, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est boursier tout au long de l'année en tant que boursier Rainforest Investigation Network. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec la première présentation pour parler du programme en lui-même et ensuite nous aurons le partage d'expérience de Jonas qui nous parlera de comment il a géré sa bourse. Alors, je vais partager mon écran. Mhm. Alors, je sais pas. Là, je pense qu'il y a un souci. OK, d'accord. Là. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous Oui, voyez mon écran? OK. Alors, c'est bien évidemment la Rainforest Investigation Network et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes... est-ce que vous continuez de voir mon écran? Est-ce que mon écran est visible? C'est pas le bon? oui. C'est le L'écran bon? est visible, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon. OK. Hmm. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais reprendre. Donnez-moi une minute juste. OK. Ça va être chaud. OK. Donc, comme je disais, la Rainforest Investigation Network est à sa sixième édition et c'est un programme de bourse qui a commencé en 2021, initié par le Pulitzer Center. Je pense pas que j'ai besoin de présenter encore le Pulitzer Center parce que c'est une organisation que vous connaissez sûrement pour avoir déjà envoyé des sujets basés aux États-Unis. Nous appuyons des enquêtes et des sujets de fond à travers le monde entier. Et ce programme de bourse concernant les forêts tropicales a été initié en 2021 avec sa première promotion de boursiers venant du bassin du Congo, de l'Amazonie, de l'Asie du Sud-Est, dont des journalistes expérimentés travaillant sur des questions connectées à ces différents bassins tropicaux. Alors, au courant des 5 dernières années, nous avons au total déjà à ce jour eu 65 bourses. Et ces bourses couvrent une année, donc pendant une année, le journaliste travaille sur un thème spécifique. Et quand on parle de 65 bourses, c'est pas pour dire qu'il y a eu 65 journalistes dans le réseau. Il y a eu des journalistes qui ont eu des bourses 2 fois de suite. Donc, il y a quelques chevauchements entre les différentes années. Nous avons également eu 217 travaux originaux. Là, ce sont des enquêtes que les journalistes ont pu produire durant leurs années de bourse. C'était vraiment des enquêtes originales. Il y a aussi eu 741 articles qui ont été publiés depuis que la bourse a commencé. Et on estime environ 16 millions et demi de vues depuis que les différents articles ont commencé à être publiés concernant la Rainforest Investigation Network. Alors ça, c'est une image de certains boursiers d'une des réunions, je pense que c'était la deuxième ou la troisième promotion de la Rainforest Investigation Network. Et comme vous pouvez le voir là, il y a des journalistes peut-être que vous pouvez reconnaître, par exemple, Muzinguzi Blanche qui faisait partie des boursiers de 2023. On a également Ken, qui est le nouveau éditeur Rainforest, qui est là. On a Gustavo, qui a lancé le projet dès son départ. Et par exemple, Marina Walker, qui travaille, qui est la directrice exécutive,
l'éditrice exécutive du Pulitzer Center et accompagne les boursiers aussi, accompagne toute l'équipe éditoriale dans son travail au quotidien. Donc ça, c'est une grosse équipe du Pulitzer Center où j'y serai, des collègues spécialisés en matière de recherche et de données, ils seront également pour fournir de l'appui en matière de recherche, en matière de données, en matière éditoriale aux journalistes pour pouvoir mener leurs projets de bout en bout tout au long de l'année. Donc les boursiers peuvent être basés ou non dans l'un des bassins tropicaux du monde. L'essentiel, c'est que le sujet qu'ils vont traiter ait un lien direct avec un de ces trois bassins tropicaux. Alors, qu'est-ce que ça inclut comme soutien en tant que boursier de Rainforest Investigation Network? Déjà, il y a le soutien financier. Ça veut dire que pendant l'année, vous avez un salaire, vous êtes payé pendant l'année euh, euh, pour couvrir vos différents, on va dire, vos différents besoins. Vous avez un salaire mensuel ou dépendamment de comment on décide de verser la bourse. Vous avez également un coaching éditorial. Toute l'équipe des éditeurs que j'ai mentionné tout à l'heure, Fernanda, Yelter, toute cette équipe-là est là pour vous assister sur le plan éditorial, pour regarder quel est le sujet que vous avez pitché au début. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer dans le pitch? Est-ce qu'il y a des angles innovateurs sur lesquels vous pouvez travailler davantage? C'est un peu ce coaching éditorial-là en lien avec le média pour lequel vous travaillez que nous allons vous apporter tout au long de l'année. Il y a également beaucoup de renforcement. Alors, j'entends par renforcement des capacités, des formations. Les 6 premiers mois de la bourse, il y a plein de formations pour les journalistes qui sont au sein du réseau. Et ces formations sont sur différentes thématiques. Ça peut être des formations en analyse des images satellitaires, en collecte de données, en analyse de données. Ça peut être aussi des formations en sécurité digitale, physique, en protocole de sécurité pour les descentes sur le terrain. Ce qui est également inclus, c'est l'aspect collaboration. Alors, le réseau Rainforest Investigation Network repose essentiellement sur la collaboration avec les autres boursiers qui sont boursiers comme vous, la collaboration parfois avec des anciens boursiers, la collaboration avec les éditeurs, la collaboration entre les médias. Donc, ça, c'est un des éléments qui sont vraiment essentiels tout au long de l'année de la bourse. En tant que boursier également, Rainforest Investigation Network, il y a des possibilités que vos articles soient utilisés pour des activités d'éducation et de sensibilisation. Dans le bassin du Congo, par exemple, il y a toute une équipe qui s'occupe de l'éducation, de la sensibilisation. Et quelquefois, les boursiers sont invités à partager leurs travaux, à parler de leur expérience, à échanger sur comment ils ont réalisé leur enquête pour susciter un peu plus de débat. Parfois, des articles des boursiers sont utilisés, ils sont transformés en d'autres outils. Nous en parlerons tout à l'heure. Nous vous présenterons quelques exemples tout à l'heure. Vous avez également la possibilité d'avoir accès aux bases de données. Nous avons des bases de données payantes, des bases de données gratuites sur lesquelles le journaliste boursier est formé pour savoir comment y aller, rechercher la donnée et pouvoir exploiter la donnée pour son article, pour son enquête. Et ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que vraiment, en tant que boursier, vous faites partie de cette communauté de journalistes d'investigation qui sont vraiment spécialisés sur la question de l'enquête environnementale. Donc, ça, c'est vraiment on va dire, le grand bonus de la bourse sereine. Et l'opportunité également que présente cette bourse, c'est de pouvoir permettre aux journalistes de faire des travaux qui sont vraiment innovants, des travaux percutants, des travaux solides. Voici un cas d'une enquête qui a été réalisée par un des boursiers RIN il y a quelques années. Il a utilisé l'image satellitaire, l'intelligence artificielle pour essayer de traquer les pistes d'atterrissage euh, où des trafiquants venaient extraire des ressources minières dans une partie de l'Amazonie. Donc, il a fait une combinaison d'images satellitaires. On a difficulté d'accès au site. Euh, C'était assez difficile au Venezuela de pouvoir accéder au site. On s'est appuyé sur la technologie pour pouvoir identifier combien de sites, de pistes d'atterrissage illégales étaient utilisés pour pouvoir transporter de l'or de ces localités reculées et pour les commercialiser. Et ce qui était très intéressant, c'est que l'article a fait la une de plusieurs journaux, notamment le New York Times. Ça a été à l'origine de plusieurs collaborations entre des journalistes de l'Amazonie, des journalistes qui étaient aussi basés aux États-Unis, qui publiaient pour d'autres grands médias. Et ça fait aussi, on s'est aussi appuyé de cette technologie-là pour faire des articles similaires au Brésil, sur la mine illégale au Brésil. Donc ça, c'est par exemple des exemples de photos, de comment l'image satellitaire vous réussit à vous localiser. Voici une piste, par exemple, où ces trafiquants
se positionne pour ressortir avec ses matières premières incognito. Donc, c'est des choses que le journaliste, n'ayant pas toutes ses ressources, serait difficile de le faire. Or, au sein du RIN, on a des outils, on a des formations qui permettent de faire un travail de qualité impeccable. Alors, pour cette collaboration sur les mines, pour utiliser l'intelligence artificielle, les données satellitaires pour traquer les mines illégales, nous avons initié au sein du Police Amazon Mining Watch. Et Amazon Mining Watch, c'est cette application, cette plateforme qui naît de ce travail de tracking des pistes d'atterrissage, de travail de tracking des mines illégales en Amazonie, qui a été à l'origine de la mise sur pied de Amazon Mining Watch, un consortium entre Pulitzer Center et Her Genome. Et après qu'on ait testé Amazon Mining Watch, qu'on ait appliqué Amazon Mining Watch et que plusieurs journalistes en Amazonie aient commencé à l'utiliser pour réaliser des enquêtes de qualité et que même des acteurs de la société civile le documentent davantage, s'appuient également de ces données pour faire d'autres types d'actions. Le Pulitzer Center, avec d'autres partenaires comme Her Genome, Code for Africa, a trouvé bon d'avoir le même type d'outils en Afrique. Et récemment, on a eu un mappathon pour voir comment initier la plateforme Africa Mining Watch, qui sera lancée dans quelques jours, où l'idée sera aussi de traquer des mines illégales à travers le continent africain. Et on a commencé avec ce mappathon-là où des journalistes ont commencé déjà à recenser des sites de mines illégales. Donc, c'est des outils pareils qui sont des outils innovants qui vous permettent de faire des articles de qualité. Et c'est ce type d'outils aussi que nous encourageons beaucoup au sein du Pulitzer Center quand vous entrez avec la bourse RIN. Alors, au terme de la bourse RIN, nous avons le plus souvent beaucoup d'impact et des résultats importants. Et par exemple, ici, on a pu avoir des impacts au niveau individuel. Par exemple, vous pouvez changer de carrière, peut-être après que vous ayez eu la bourse RIN, vous trouvez un nouveau boulot parce que vous avez une promotion. Il y a des changements au niveau organisationnel. Par exemple, votre média était un média qui n'utilisait pas encore des outils innovants et votre média commence à utiliser des outils innovants. Ça, c'est des changements, des impacts qui sont pour nous très significatifs. Parfois, c'est la collaboration qui s'étend davantage avec d'autres types de partenaires que vous rencontrez. Et au niveau sociétal, on a ces impacts-là, parfois l'administration qui peut réagir. On a eu des cas dans d'autres pays où l'administration a réagi, par exemple, après une enquête au Brésil où l'administration a réagi pour les parlementaires se sont saisis de l'affaire et il y a eu des changements institutionnels. Récemment, l'année dernière, parmi les boursiers de l'année dernière, nous avions Jonas, nous avions aussi Berdi de la République du Congo. Et Berdi a publié cette série d'enquêtes sur les grumes qui sortent de façon illégale du Congo pour l'Asie en majorité. Et ces grumes sont censées être transformées localement, mais sont aujourd'hui exportées en grande quantité hors du pays sous forme de grumes. Et l'enquête visait à savoir comment est-ce que cela se fait. L'enquête a été publiée, peut-être certains parmi vous l'ont vu sur TV5 Monde, et il y a eu beaucoup d'échos après l'enquête. Ça, c'est des types d'impacts aussi que nous enregistrons. Actuellement, il y a des pressions sur les témoins, sur les employés des entreprises indexées. Il y a des pressions qui sont faites sur ces employés pour dire qui a partagé le témoignage, on veut dénoncer, il faut vous dénoncer. Et face à ces pressions, la société civile congolaise a réagi et dénonce que de telles pressions soient faites des populations, sur les employés. Dans la localité, par exemple, dans les localités visitées, il y a un contrôle vraiment plus serré. On n'entre pas sans montrer patte blanche. Bon, mais ça fait partie des impacts. Ça montre que le journaliste a quand même révélé quelque chose qui était caché et que les différentes parties prenantes s'organisent comme ils peuvent pour pouvoir soit améliorer les choses, soit éviter que d'autres journalistes le dénichent davantage. Et sur YouTube, actuellement, il y a plus de 24 000 vues sur la longue version de cette enquête-là. Donc, c'est autant d'impacts qui montrent que le travail a été fait de façon solide. Nous avons également, si vous voulez en savoir plus, j'ai parlé de l'impact au niveau individuel. Nous avons le cas de Mousine Blanche, que certains parmi vous connaissent aussi. Il a été boursier RIN en 2023. Et l'un des impacts significatifs dans sa carrière est qu'il a été consacré meilleur journaliste d'investigation de l'Afrique euh, pour le compte de l'année 2024. Donc, en 2024, il a reçu le prix du meilleur journaliste d'investigation à l'African Investigative Journalism Award, la principale
conférence du journalisme d'investigation sur le continent africain. Il a remporté ce prix. Il a également lancé sa newsletter qui parle d'informations scientifiques. Récemment, elle est très suivie par plusieurs personnes. Et d'autres aspects de sa carrière qui ont changé, c'est qu'il est de plus en plus dans des collaborations avec d'autres journalistes à l'international. Donc, ça a augmenté un peu sa renommée à un niveau régional comme international. Donc, voilà autant de choses qui sont pour nous comme des bénéfices d'être boursier RIN. Alors, j'aimerais parler davantage du renforcement de capacité que j'ai mentionné plus haut. En quoi consiste ce renforcement de capacité? Alors, ça, c'est un témoignage d'un boursier RIN que nous pouvons garder anonyme. Il a dit les outils, les ressources et les conseils ont tous été indispensables. J'ai vraiment apprécié, cela m'a ouvert les yeux dans le sens où, eh bien, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et c'est donc formidable de voir combien de méthodes supplémentaires il y a à apprendre à utiliser pour faire avancer mon travail de journaliste. Ça, c'est juste un témoignage parmi tant d'autres. Et pour vous montrer un aperçu du niveau de formation que nous avons, par exemple, dans l'année 2025, dans la promotion où Jonas était, nous avons eu 16 sessions de formation pour un total de 23 heures. Ça veut dire que pendant les 6 premiers mois de la bourse, c'est intense, c'est beaucoup de formation pour se mettre à niveau, mais pour découvrir et pour renforcer ce qu'on a déjà, peut-être qu'on n'utilisait pas assez. Alors, ce soutien inclut également des heures de données. Quand vous entrez comme boursier, vous avez ces heures de données où vous expliquez quelles sont les données que vous avez déjà à votre portée, de quelles données vous avez encore besoin. On essaie de voir quelle plateforme peut être utilisée pour que vous puissiez trouver ces données. On a des tutoriels aussi personnalisés et toutes nos formations, le plus souvent, sont enregistrées, même comme nous préférons que les boursiers y participent en présentiel, parce qu'en présentiel, on a toujours la possibilité de poser des questions, d'être plus prompt à participer et à interagir. On aide aussi pour les visualisations de données. Par exemple, là, c'est un article sur le cacao, la violence au Pérou. Et vous voyez comment des images satellitaires, on a fait une sorte de visualisation pour localiser les endroits où les faits se sont déroulés. À l'est de la RDC aussi, on a eu cet article de Moukoulou sur les aires protégées, l'exploitation illégale de coltan et de cassérite. Et on a utilisé plein de cartes pour montrer comment le phénomène se passait. Et l'autre avantage, c'est d'avoir accès à ces bases de données parfois payantes. Ces outils sont à la portée des différents boursiers RIN. Et parlant d'outils, justement, j'ai mentionné plus haut Hud Genome, qui a vraiment cette expertise en matière de données géospatiales, des images satellitaires de haute résolution. Ce partenaire nous aide souvent à les avoir et travaille en étroite collaboration avec notre équipe de recherche et de données. Nous avons également l'accès à Planet pour des autres images de haute résolution. Et Apiari, c'est la base de données interne de Pulitzer Center. Au fil des 5 ans que le programme RIN a été mis sur pied et d'autres programmes de bourse comme la bourse sur les océans ont été initiés, les différents journalistes qui font partie des différentes promotions ajoutent des données dans cette base de données interne du Pulitzer Center et ça constitue cette plateforme Apiari. Donc, vous y trouverez des données du Cameroun, de l'Indonésie, de Malaisie, du Brésil, plein de données venant de ces journalistes, cette communauté de journalistes qui ont été boursiers, y ajoutent des données. Et il y a également des plateformes payantes comme Sayari, Import Genius, mais toutes ces plateformes, nous y avons accès dès que vous êtes boursier, vous y avez également accès pour améliorer la qualité de vos travaux. J'ai parlé également de sensibilisation et de distribution. Voilà, par exemple, une bande dessinée qui a été produite à la suite du travail de la boursière Gloria Palares, qui faisait partie des boursiers de la première promotion de Rainforest Investigation Network. Et à la suite de son travail d'enquête, notre équipe d'éducation et de sensibilisation a récupéré et a fait une bande dessinée qui est très éducative pour les jeunes sur le rôle du journaliste dans la communauté. Donc, ce sont des journalistes qui sont mis en scène, mais avec des jeunes Congolais. On a fait ces petits dessins et ça relate un peu, ça suscite un peu de nouvelles vocations au sein de la communauté jeune pour le métier de journaliste, de journalisme. Alors, ce que nous recherchons, je pense que c'est le nœud du webinaire, nous recherchons une expérience avérée en matière d'enquête et nous recherchons également analyser les systèmes plutôt que des cas isolés. Donc, plus vous venez avec des enquêtes qui montrent le côté systémique d'une situation, plus cela est intéressant pour nous.
Nous voulons également des enquêtes ambitieuses, pertinentes, ça veut dire quelque chose qui n'a pas encore été révélé, des enquêtes, pas juste faire un sujet ou deux sujets, mais quelque chose qui permet de toucher un plus grand nombre de personnes, qui permet de dénicher une question environnementale qui est peu couverte et qui interpelle des décideurs au plus haut point. Nous mettons également l'accent sur la méthodologie innovante fondée sur les données et la collaboration transfrontalière. Alors, les dates principales, les dates clés, le délai pour envoyer vos dossiers de candidature, c'est le 22 mai. Entre juin et juillet, nous allons faire l'interview des finalistes et annoncer les boursiers. C'est vrai que nous disons c'est le 22 mai, mais plus tôt vous envoyez vos dossiers de candidature, mieux ça l'est toujours parce que ça vous permet d'éviter les imprévus de dernière minute. Et le début du programme de bourse, si tout se passe bien, comme le calendrier prévoit, la bourse devrait débuter le 1er août. Alors, je pense que c'est bon là. Et je vais donner passer la parole à Jonas pour qu'il nous présente ce qu'il a concocté pour nous. Merci. À D'accord. Jonas. Merci beaucoup, Madeleine. C'est un honneur d'être devant le coffre et essayer de leur fournir des témoignages et j'espère que ça pourra leur être utile. Alors, mais avant de me lancer dans, parce qu'on est là pour eux, mais je souhaitais d'abord parler de mon travail que j'ai eu à réaliser récemment dans le cadre de cette bourse. Peut-être qu'il y aura des éléments de réponse ou bien qu'il y a une partie de questions et qui pourront, tant soit peu, répondre à leurs besoins. Je voudrais partager quelque chose. Voilà, un peu de patience. Euh, ouais, j'espère que vous avez mon écran devant vous. C'est que je suis effectivement boursier pour la cohorte de 2025 qui s'est achevée en mars dernier. Mon travail avait porté sur une analyse de permis miniers au sein des forêts communautaires de la RDC. Alors, en créant ces forêts communautaires, elles ont été vantées comme étant une solution à la dégradation forestière qui menaçait le pays. Euh, Ce qui est vrai parce que des milliers d'hectares ont été octroyés aux communautés locales pour leur permettre non seulement d'en assurer la gestion, mais aussi de tirer des dividendes à partir de leurs forêts. C'est-à-dire, on essaie un peu d'approprier la gestion de forêt aux communautés. Alors, c'est plus de 250 forêts communautaires qui ont déjà été créées, si j'ai bonne mémoire. Alors, dans ces forêts communautaires-là, effectivement, je découvrais qu'il y avait des permis miniers qui, non seulement existaient, oh, voilà, mon présentation, voilà, qui non seulement existaient avant la création de ces forêts communautaires-là, mais qui d'autres sont venus se greffer aux forêts communautaires. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est antérieure et une autre qui devient postérieure. J'avais déjà travaillé sur la question pour me dire qu'il y avait une présence. Mais alors, dans le cadre de cette bourse, s'agit maintenant d'analyser permis sur permis au sein de ces forêts communautaires. Alors, voici quelques découvertes dans mon article qui s'intitule On ne paye pas paysan. C'est community forest, on ne map, c'est un mine. Donc, ça veut dire que sur le papier, c'est une forêt communautaire, mais sur la carte, c'est une mine. Alors, la version originale avait été publiée sur Ifonail. Donc, je ne sais pas si... bon, je vais partager les liens dans les chats. Peut-être que vous pourriez les lire et essayer de découvrir davantage. Mais les quelques découvertes clés que j'ai sur lesquelles j'ai eu à aboutir, je peux parler d'environ de plus de 100 permis miniers qui sont actifs au sein de communautés, de forêts communautaires. Alors, il y a aussi d'autres qui venaient d'être annulés, mais qui ont vu
de motifs pour lesquels ils avaient été annulés constituaient encore une menace au sein de ces forêts communautaires-là. C'est-à-dire, la plupart des cas de permis miniers qui avaient été annulés, c'était par le fait que le propriétaire ne payait pas encore, ne payait plus la quantité de l'État. Et dans l'ensemble, c'est environ 9% des terres qui sont sous le permis minier, c'est-à-dire des terres qui, si je suis en train de parler de terres qui ont été affectées aux forêts communautaires, mais qui sont sous le permis minier. Euh, non, une petite précision, c'est 9% de la RDC qui est sur le permis minier, c'est-à-dire c'est l'équivalent de 600 000 terrains de football. C'est-à-dire que le pays, c'est vraiment, le pays, c'est vraiment de carré minier. Voici un peu la carte que j'avais eu à faire pour montrer à quel point le permis minier était dans tout le pays. Alors, l'autre découverte, c'est que il y a le sud Kivu, qui est la province la plus touchée par ces chevauchements. Il est suivi par le Haut-Katanga mais aussi les Nord Kivu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des provinces le plus concernées par l'exploitation des mines. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait de mines dans les forêts communautaires? Bon, je n'ai pas la réponse, mais c'est un peu ça parmi les découvertes. Alors, je l'ai dit, s'il y avait des permis qui existaient avant la création de forêts communautaires, il y a d'autres qui ont été créés juste après l'octroi des forêts communautaires. Je peux aller très rapidement vous montrer, par exemple, ici, nous sommes dans les Haut-Katanga. Je crois qu'il y a les amis du Haut-Katanga qui pourront se retrouver. Voilà, ici. Ici, dans la partie Musoshi. Musoshi, euh, c'est à Kolwezi. Non, pas Kolwezi, c'est à la frontière de Kasumbalé, Savala, à la frontière zambienne. Et là, vous pouvez donc, pour ceux qui sont de cette zone-là, ils peuvent connaître qu'il y a de forêts communautaires comme Musoshi, il y a Mamba, il y a Mwawa qui sont dans cette zone-là. Alors, aujourd'hui, il y a découvert qu'il y avait de permis miniers qui ont été créés on sait même de forêts communautaires. Et comme je l'ai dit, il y a d'autres qui ont été, qui existaient sur ces terres-là, mais qui, à vrai terme, ce sont les forêts communautaires qui sont venus chevaucher ces forêts communautaires, ces permis miniers-là. Ce qui crée un peu quelque chose que je peux appeler conflit entre le permis minier, le propriétaire des permis miniers et les concessions forestières des communautés locales. Alors, il peut ne pas être déjà un conflit qui peut ne pas être déjà visible, mais qui pourrait se créer dans l'avenir. Alors, une autre découverte, c'est qu'il y avait, bon, je vais appeler ça un vide juridique, pour dire que il y a les codes miniers qui semblent avoir de l'ascendance sur les autres codes. Pourtant, dans les faits, il n'y a pas un ascendance, mais on semble privilégier le, bah, plutôt sur le papier, il semble avoir qu'il n'y a pas primauté du code minier sur le code forestier. Alors, il y a aussi de lois, mais qui ne sont pas tellement claires sur les statuts des forêts communautaires. Est-ce que c'est des aires protégées? Est-ce que c'est des parcelles collectives? Est-ce que, donc, un statut qui est ambigu et qui donne la brèche à ce propriétaire des compagnies à en profiter et de continuer d'acquérir de permis miniers au sein de ces forêts communautaires-là. Donc, c'est un peu ce que j'étais en train d'expliquer. Et troisième découverte, c'est que des communautés qui ne savent pas qu'il existe de permis miniers au sein de leur terre. Alors, à qui la faute? Les ONG qui ont accompagné les communautés ont des ils appellent des cartographes, je crois. Oui, ils ont des cartographes, mais qui, peut-être qu'ils l'ont fait sciemment, parce que si vraiment ils ont réalisé du beau travail, ils devaient savoir il y avait de permis miniers qui superposaient les terres qui étaient affectées aux communautés locales. C'est soit qu'ils l'ont fait sciemment, c'est soit qu'ils sont
qui sont peu compétents. Bon, en tout cas, à mon avis, c'est ça, parce que quand on analyse à l'aide de QGIS, ça saute directement aux yeux et on a toutes les informations sur qu'est-ce qui a précédé l'autre. Est-ce que c'est la forêt communautaire qui a précédé? Est-ce que c'est le permis qui a précédé? Donc, c'est des éléments sur lesquels on peut s'interroger sur le sérieux du travail qui avait été réalisé par les ONG, mais aussi le ministère de l'Environnement à travers les services provinciaux de l'environnement qui est censé vérifier avant de donner au gouverneur légaux pour qu'afin ils puissent émettre de titres ou des arrêtés profession sur ces forêts communautaires-là. Donc, c'est un peu ça parce que c'était l'occasion, je me suis dit qu'il fallait que je vous partage un peu les découvertes dans mon article que j'ai eu à réaliser. C'est un élément parmi tant d'autres qui se produit effectivement dans le cadre de cette bourse-là. Alors, Madeleine, je ne sais pas si je peux, je sais pas si vous pouvez me relancer avec une question ou comment. Alors, ouais, ouais, pas de souci. Donc, je pense que les personnes sont aussi curieuses de savoir, quand vous êtes boursier, qu'est-ce que ça vous apporte exactement? Voilà. Un peu d'eau parce que je voudrais parler de quelque chose de sérieux, parce que voilà, la bourse, c'est une très bonne opportunité qu'il ne faut jamais louper pour rien au monde. Ça, il faut que je vous le dise. Non seulement que on est nourri, je peux dire scientifiquement, mais aussi il y a une poche qui est gonflée aussi de l'autre côté. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est qu'on a un salaire mensuel qu'on vous verse. Et chaque mois, on a un webinaire, mais ce webinaire-là, c'est vraiment un régal parce que vous découvrez des choses qui sont nouvelles. Il y a Vous avez mes cartes qui sont ici. La plupart, je les ai réalisées moi-même. Alors, bien sûr que j'avais des notions sur le data journalisme, mais ici, je suis venu perfectionner et je peux dire que c'est excellent. C'est vraiment excellent parce que je sais déjà manipuler tel outil, donc je peux manipuler des données que je prends de QGIS, je peux les faire passer de QGIS vers Dataropa très aisément, je peux les faire passer à un autre logiciel très aisément, c'est-à-dire que c'est des notions que j'ai eu à acquérir euh, durant cette bourse et je vous dis, c'est une très belle opportunité et comme vous en avez l'occasion maintenant, on est en train de parler, ne manquez pas vraiment de tenter votre chance parce que vous allez acquérir de nouvelles notions et vous allez vous-même le mettre en pratique. Si vous n'êtes pas paresseux, bien sûr. Et ça vous permet d'être à la page et compétitive parce que actuellement, le journalisme, vous n'allez pas engager tout le monde, les graphistes, les ceci ou les cela. Vous pouvez le faire vous-même et cette bourse ici, c'est une opportunité qui vraiment montre que c'est possible de le faire. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le premier témoignage, mes cartes, je les réalisé pour l'essentiel, je les réalisé moi-même. Je pouvais avoir, par exemple, ici l'apport de Annika qui m'a juste réalisé le graphique, mais la prise des données, le ciblage, le tout, c'est moi-même qui les avais fait. Mais j'ai quand même eu un appui pendant que j'avais déjà fait le gros du travail moi-même. Ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire des nouvelles notions, mais aussi un salaire qui est versé mensuellement. Un autre aspect, c'est des opportunités de voyage. J'en ai eu durant la bourse environ voilà, quatre opportunités de voyage. Alors, ce ne sont pas de voyage où je dois aller de ma ville, par exemple, comme je suis à Beni, je dois aller de Beni à Butembo. Non, ça, je le fais tous les jours. C'est des opportunités de voyage qui vous permettent d'aller au-delà de vos frontières et qui vous permettent aussi d'acquérir de nouvelles expériences, de tisser des relations et puis
de voir à quel point vous pouvez collaborer avec d'autres journalistes. Ça, c'est aussi un autre aspect, mais le quatrième, c'est des ressources que vous pouvez garder. C'est-à-dire que les sessions de formation, vous avez la possibilité de télécharger toutes ces sessions-là et de les garder pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez y revenir même après avoir fini votre bourse. Alors, c'est un peu ça, bref, ce que je peux expliquer comme opportunité lorsque on est un boursier. Et pour ça, vraiment, il ne faut jamais les louper. Il faut, D'accord. Ok, ouais. merci, merci beaucoup, Jonas. Je pense qu'il y a d'autres questions encore pour toi, mais je vais d'abord te laisser respirer un peu et répondre à quelques autres questions qui sont dans le chat. Alors, la première question d'un participant anonyme est de savoir, est-ce que les journalistes freelance pour des personnes passionnées de la mise en avant des scientifiques sont encouragés dans cette bourse? Aussi, est-ce qu'on cible principalement les mines? Parce que la personne constate que les exemples que j'ai pris et même ceux de Jonas sont vraiment à ce niveau. Alors, ça nous permet de recentrer un peu quels sont les types de sujets que nous recherchons. Alors, la bourse Rainforest Investigation Network cible les sujets à l'intersection entre l'environnement, la politique, la gouvernance, les mines, les questions de chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est tous ces éléments-là que nous analysons. Mais l'élément connecteur, c'est que c'est des sujets connectés aux forêts du bassin du Congo, de l'Amazonie ou de l'Asie du Sud-Est. Donc, vous avez un sujet qui montre, par exemple, comment le bois sort du bassin du Congo pour se retrouver, je sais pas, en Europe ou en Asie ou ailleurs, ou alors un sujet lié à la déforestation, comment est-ce qu'elle avance et qu'il y a des personnes qui sont responsables de cette déforestation, ou des sujets liés aux mines qui détruisent les communautés et peut-être les personnes derrière ces titres miniers. C'est autant de sujets. L'essentiel, c'est que ce soit des sujets qui sont en étroite collaboration ou qui sont peut-être le point de départ des sujets sont un des pays de bâton du Congo, de l'Amazonie ou de l'Asie du Sud-Est. Donc, c'est pas essentiellement les mines, c'est vraiment parce qu'on avait des exemples sur les mines qui sont les plus récents que nous avons mis cela en avant. Mais j'ai partagé dans le chat un lien qui vous permet d'avoir accès au site du Poliseur. Vous pouvez voir toutes les personnes qui ont déjà été boursières par le passé. Vous pouvez y aller pour chaque promotion. Vous allez voir les boursiers qui étaient là. Vous pouvez cliquer sur les noms de chaque boursier et de lire, voir les travaux, le thème sur lequel ils ont travaillé, lire les articles qu'ils ont publiés et vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de sujets, même des sujets liés au trafic des espèces protégées qui font partie des sujets qui sont sollicités pour la bourserine. Une autre question sur les sujets d'enquête nécessitent beaucoup de discrétion, nécessitent souvent de discrétion. Qu'est-ce qui est prévu pour la sécurité des candidats en cas de menace encourue lors d'une investigation? Alors, c'est l'investigation. Qui dit investigation dit de gros intérêts en jeu. Et au niveau de RIN, nous sommes vraiment, vraiment très pointus sur la question de la sécurité des journalistes qui travaillent sur ces différents projets et ces aspects de sécurité. On a d'abord les formations. Jonas peut peut-être prendre d'autres exemples tout à l'heure, des formations sur la sécurité digitale, la sécurité physique, la préparation même des descentes sur le terrain. Et nous travaillons toujours en étroite collaboration avec le média parce que c'est Pulitzer, c'est vrai, le Rainforest Investigation Network, c'est vrai, mais c'est aussi un média qui a accepté de vous héberger pendant l'année de bourse. Et qui dit un média qui a accepté de vous héberger dit soutien éditorial, prise de responsabilité si jamais vous êtes en danger ou si vous êtes menacé ou si vous devez prendre des mesures spéciales pour votre sécurité. Donc la question de la sécurité est vraiment au cœur du travail. Et nous avons tout un protocole de sécurité au cas par cas, selon les régions, que nous mettons souvent sur pied quand une situation, quand le risque devient très élevé. Jonas peut peut-être partager un bout de son expérience, sans peut-être rentrer dans peut-être trop de détails, mais un bout de son expérience de comment la question de la sécurité était au cœur de son travail. Oui, effectivement, c'est que c'est les médias qui est censé suivre votre sécurité parce que euh, il est censé vous accueillir durant toute la période de bourse et donc il doit être le garant de votre sécurité. Mais que cela ne tienne, il y a une formation que, à ce qui nous concerne, nous avions eu environ 3 jours, si je ne m'abuse, des formations sur
des renforcements de capacités sur la protection. Il y a eu beaucoup de cas de figure, c'est-à-dire de cas où on essaie un peu de s'imprégner, de se mettre dans la peau du reporter, mais ensuite dans des zones à crise, dans des autres zones, comment est-ce que vous pouvez vous comporter? Bon, mais il faut préciser que vous n'êtes pas à même de prédire si la situation qui va se passer sur le terrain, mais au moins le SACIEL, il est fait, c'est-à-dire que vous soumettez un plan de sécurité, il doit être validé, et il doit être réaliste, ce qui permet que au moins on peut être capable d'assurer votre suivi en collaboration, c'est-à-dire RIN en collaboration avec votre média, ils peuvent assurer votre suivi. À ce qui est de mon cas, par exemple, nous avons eu à créer un forum sur Signal où je pouvais donc indiquer tous mes mouvements. Je vais sur le terrain de part, voici la situation euh, qui est présente sur le terrain et voici un peu de comportement que je vais adopter. Mais comme je l'ai dit, le risque zéro, il n'existe pas. Et on ne dit pas que toutes les mesures que vous avez mises dans votre plan de sécurité, vous pouvez les suivre à la lettre. Il y a des situations qui viennent et sur lesquelles on ne s'attend pas. Mais il y a la part du journaliste dans la manière de s'adapter sur les différentes situations. Je voudrais préciser ici que l'essentiel, au moins, vous faites un plan de sécurité, même si vous n'êtes pas capable directement de dicter la situation qui va se réaliser sur le terrain. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci Jonas. D'autres questions aussi avant qu'on ne revienne encore vers toi pour une expérience personnelle. Alors, il y a la question sur la langue pour postuler. Au sein du Polysor, nous avons 5 langues de travail, y compris le français. C'est pour ça que nous faisons d'ailleurs ce webinaire en français. Et tous les liens que nous avons partagés, la plupart des liens de l'appel à candidature que nous avons partagés dans le chat sont en français. Ce qui veut dire que vous pouvez envoyer votre candidature en français et les membres de l'équipe éditoriale qui parle français et toute l'équipe d'ailleurs pourra faire un travail d'analyse approfondie de votre candidature. Donc, il n'y a vraiment pas de barrière linguistique, que vous soyez francophone ou anglophone. Sentez-vous libre d'envoyer votre candidature en français. D'ailleurs, quand vous cliquez sur le lien postuler sur le site de Police Center, vous allez vous rediriger vers une page où vous aurez la possibilité de choisir la langue dans laquelle vous voulez envoyer euh, euh, votre formulaire de candidature. Donc, c'est un peu ça. Il y avait également une autre question sur la collaboration internationale. Combien de journalistes peuvent se mettre ensemble pour faire une proposition? Ça, le projet RIN, c'est vraiment un projet personnel. Je vais dire un projet d'un journaliste à la fois. Ça veut dire que nous vous encourageons à réfléchir sur votre idée de projet, réaliser votre recherche préliminaire solide, avoir des éléments probants montrant que l'enquête est réalisable, elle est réaliste et envoyer votre sujet. C'est pas 2 personnes qui se mettent ensemble pour envoyer une candidature. La collaboration, elle commence quand vous avez été sélectionné pour participer à la bourse RIN. Vous pouvez avoir un sujet de qualité, vous savez que vous n'allez pas le réaliser seul, mais c'est vous qui êtes le boursier, c'est vous qui allez répondre sur le plan moral de cet engagement pris en tant que boursier RIN. Donc, c'est une personne. Maintenant, quand vous êtes retenu comme boursier RIN, vous pouvez collaborer avec d'autres boursiers qui sont dans votre même région. Vous pourrez collaborer avec d'autres journalistes que vous connaissez dans la région qui font un travail de qualité ou d'autres journalistes à l'international qui font un travail similaire au vôtre, qui peuvent être des aimants complémentaires à votre travail. Donc, c'est vraiment une personne. C'est pas un groupe de personnes qui postulent, c'est une personne. Pareil pour le média, c'est un média qui héberge le dossier, même si les articles peuvent être republiés par d'autres médias. Alors, il y a une autre question sur pouvons-nous proposer plus d'un sujet pour mettre toutes les chances de notre côté? La langue de soumission, je crois que je l'ai déjà abordé. Plus d'un sujet, je ne vous conseillerais pas de proposer plusieurs sujets parce que ça vous disperse aussi, ça va disperser vos forces. Focalisez-vous sur un sujet, travaillez-le bien, faites des recherches préliminaires, questionnez les experts, questionnez les sources que vous avez pour comprendre quels sont les enjeux derrière cette thématique. Est-ce que vous aurez accès aux données? Est-ce que c'est un sujet faisable? De quel type de données vous aurez besoin? Où est-ce que vous allez trouver ces données? Le sujet, c'est faisable en combien de temps?
Est-ce que vous pouvez le réaliser? Vous aurez besoin de quel autre appui? Tout ce travail préparatoire là pour nous, c'est ça qui compte. Ne dispersez pas vos forces en envoyant plusieurs candidatures parce que plusieurs candidatures, ça ne va vraiment pas vous aider à maximiser vos chances. En outre aussi, il y a parfois la question de la rédaction du pitch. Oui, vous pouvez rédiger en français, mais rédiger dans la langue dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise et pour que vous ne puissiez pas être dans les questions en traduisant, peut-être le sens a été modifié. Il y a une question aussi personnelle pour Jonas. Comment est-ce que le processus de sélection, parce qu'on y parle, s'est passé pour vous? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était facile, Jonas? Voilà. Les processus de sélection, bon, peut-être que Madeleine pourra répondre sur les critères de sélection, mais à ce qui me concerne, bon. J'avais pris le temps de lire l'appel à proposition, ouais, et d'essayer de comprendre ce qui était cherché à l'époque, parce que dans la plupart des fois, faut lire très bien l'appel à proposition où on peut indiquer le nombre de thématiques. Parfois, on peut lister le nombre de thématiques sur lesquelles vos propositions peuvent porter. Et quand vous comprenez cela, ce qui vous permet donc d'écrire votre proposition à suivant ces exigences-là. Et en plus, il y a un autre aspect, c'est sur le canevas qui est demandé sur le site de RIN. C'est-à-dire, avant même de commencer à écrire votre proposition, dites-vous que vous êtes en train de suivre le demande qui sont là-bas. C'est-à-dire que il y a deux parties où on vous dit, ici, vous nous expliquez par exemple votre projet à 1000 mots. Ici, on vous dit, vous allez nous expliquer quelle est la méthode que vous allez utiliser à 500 mots. Et ici, on dit comment est-ce que vous allez diffuser votre travail. Vous pouvez nous expliquer cela en 500 mots également. Il y a aussi une autre partie sur l'engagement personnel. À quoi est-ce que vous pensez que cette bourse pourra vous être utile? C'est-à-dire, c'est des éléments qu'il faut voir dès le début, qu'il faut lire soigneusement. Soyez pas pressés. C'est que je peux vous demander que lorsque vous recevez directement l'appel à participation, lisez et réalisez. C'est ce qui permet que vous compreniez. Alors, mon projet, je ne peux pas dire qu'il était le modèle, mais peut-être qu'il était dans les limites là, des exigences qui étaient demandées par les jurys. Donc, c'est un peu ça, oui. Alors, d'accord. La question de Victor Mbuto, je pense qu'on a déjà abordé la question de la sécurité pendant l'exercice de votre métier sur le terrain, surtout dans les provinces de la RDC face à l'activisme des groupes armés. Je pense qu'on a beaucoup parlé de sécurité tout à l'heure et Jonas a longuement expliqué tout le protocole qu'il y avait en place pour son cas. Une autre question de Moukalia Ali. Moukalia Ali. La délimitation des zones géographiques est fixée à seulement 3 zones. Nous qui sommes au Sahel, même avec des sujets solides, ne pourrons-nous pas postuler? Alors, je ne dirais pas que ceux qui sont des journalistes qui sont au Sahel ne peuvent pas postuler. Je vous ai montré une image tout à l'heure des boursiers d'une des promotions. Nous avons eu des cas où nous avons des journalistes qui étaient basés aux États-Unis et qui travaillaient sur des sujets concernant l'Amazonie. Ils s'étaient basés aux États-Unis, mais ils avaient trouvé un sujet à travers leurs recherches préliminaires, leurs contacts, un sujet qui connectait le Brésil aux États-Unis, par exemple. L'exemple de Mousingouzi Blanche, le journaliste Mousingouzi Blanche, qui a été le meilleur journaliste d'investigation de l'année 2023 en Afrique, est aussi un cas que je peux relever. C'est un journaliste ougandais basé en Ouganda et il a proposé un sujet sur le trafic de bois de la RDC vers l'Afrique de l'Est. Et il s'est appuyé sur des journalistes basés en RDC pour faire et montrer comment le bois sort de la RDC sans traçage officiel, réel, et transite par l'Ouganda, puis se retrouve au Kenya. Et vous voyez
quelqu'un peut être basé au Kenya et se dire, bon, je ne peux pas, mais en ayant plein de recherches, plein d'informations documentaires, vous allez dénicher un sujet qui part du bassin du Congo, peut-être qui arrive aussi au Sahel. Donc, c'est vraiment d'avoir toute cette vision-là. Nous n'excluons pas une région du monde, mais c'est juste que le focus, c'est d'abord les forêts tropicales. Maintenant, les forêts tropicales, on est conscient qu'elles sont interconnectées à d'autres régions du monde. Nous avons également une question sur un candidat, c'est la question de Boris. Je voudrais savoir si l'appartenance d'un candidat à un média de grande audience, voire international, est un critère déterminant. Ça dépend de ce qu'on entend par média de grande audience ou média international. Pour nous, le média, les médias que nous recherchons ou les éléments sur lesquels nous mettons l'accent, c'est le média. Est-ce que le média est prêt à s'engager à vous donner cet appui éditorial? Pour nous, appui éditorial ne veut pas dire publier votre article. Appui éditorial veut dire vous orienter. Un peu comme quand on est dans une salle de rédaction, on pitch un article, le rédacteur en chef vous dit, ah, il faut améliorer ça, voilà l'angle qu'il faut choisir. Avoir ces séances constantes de travail avec le boursier pour l'orienter, le guider tout au long du processus. Prendre son article, l'éditer, le modifier, demander des informations complémentaires pour qu'on ait à la fin un article de haute qualité. Être prêt à signer des lettres dans lesquelles le média s'engage à assurer ce soutien éditorial-là, mais aussi à assurer les questions de sécurité, parce que comme Jonas l'a dit et je l'ai mentionné aussi, la sécurité du boursier incombe d'abord aux médias. Et qui dit s'engager à la sécurité du journaliste qui va publier pour nous, pour lequel nous avons fait une lettre d'engagement, c'est dire le média est prêt à se lever, à prendre toutes les dispositions de son côté pour se rassurer que le journaliste ne se met pas en danger, pour se rassurer que le journaliste est protégé, pour défendre le journaliste au cas où, par exemple, il fait face à une foule de dénonciations, d'attaques, vraiment prendre la protection de ce journaliste. Donc, si un média au niveau national, régional, international remplit ces critères-là, pour nous, c'est le plus important. C'est pas la taille très grande du média parce qu'un média peut être de grande ou de petite taille et ne pas être prêt à prendre ces engagements-là. Et ce ne serait pas nécessaire d'avoir un média qui ne peut pas apporter cet appui aux journalistes. Ange Moisette Tega, est-ce qu'il y a des sujets chocs que vous hésitez à d'aborder pour éviter les conflits d'intérêts, par exemple? Si vous avez des exemples spécifiques de sujets chocs, peut-être ça nous permettrait d'aborder davantage. Mais pour nous, tout ce qui est sujet peu médiatisé, qui met en lien l'interconnexion entre l'environnement, la gouvernance forestière, la politique, l'économie, la finance, c'est des sujets sur lesquels nous aimerions que les boursiers travaillent. Et le plus important, c'est la rigueur dans la démarche méthodologique de recherche, d'analyse des données, de vérification sur le terrain pour avoir un article le plus solide et fiable possible. Parfois, on exige d'avoir une expérience dans la rédaction d'enquêtes. Si un candidat n'a pas encore publié une enquête d'envergure, est-il toujours éligible? Peut-être Jonas peut dire un mot ici. Est-ce qu'il faut avoir publié Voilà, une enquête d'envergure pour être éligible? oui, c'est un élément, mais ça peut arriver aussi que bon, oui, c'est un élément, il est important parce que on ne va pas directement te prendre alors que tu n'as pas d'expérience en tant que journaliste, on ne va pas directement te prendre et te donner des grandes responsabilités, notamment qui sont dans le cadre de cette bourse-là. Imaginez, c'est une bourse qui est quand même complexe, qui est beaucoup plus exigeante, c'est-à-dire que ça fait partie, l'expérience fait partie des critères de sélection. Ça, c'est un détail qu'il faut que je mette là-bas. Mais je voulais aussi revenir sur quelques conseils pratiques. Je crois que vous les avez déjà lus parce que je partageais mon écran même, ça l'aval de Madeleine. Ce que je venais de dire qu'il faut lire et relire l'appel à candidature pour vous assurer que vous comprenez vraiment ce qui est demandé. Et vous pouvez pour un deuxième aspect, concevoir maintenant les sujets. Vous vous dites, ah, est-ce que j'ai un sujet? Je viens de lire, mais est-ce que j'ai un sujet? Quand vous vous posez ces questions-là, vous pouvez en avoir. Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que je peux donner beaucoup plus de sujets? Alors, c'est l'occasion ici où vous pouvez vous dire, ah,
voici l'ordre de hiérarchie, voici l'ordre d'importance de mes sujets, mais je pense que celui-ci a beaucoup plus de chances d'être pris dans le cadre de cette bourse ici, parce que vous avez déjà lu, vous êtes déjà imprégné de critères de sélection, vous êtes déjà imprégné de critères de sujet, c'est-à-dire que tout ça est listé dans l'appel à participation, c'est-à-dire que c'est des détails sur lesquels il faut beaucoup plus vous fiez lorsque vous voulez donc préparer votre candidature. Et alors, aussi, vous pouvez préparer votre CV parce que ça fait partie des documents qu'on demande. Ici, vous pouvez l'actualiser, par exemple. Et au même moment, commencer à contacter les éditeurs, votre éditeur. Ces gens-là, ils sont beaucoup pris. Ils sont beaucoup pris et parfois, ils peuvent vous dire, oh, j'ai déjà oublié. Ah, pendant que tu es à moins 2 jours ou moins 3 jours de la fin du délai qui est imparti pour la proposition. C'est-à-dire, dès le début, contacte ton éditeur, dis-lui, je voudrais postuler, euh, par exemple, ça c'est la sixième cohorte, je voudrais postuler à la sixième cohorte de RIN. Est-ce que vous pouvez me donner une lettre qui va soutenir ma candidature, dans laquelle vous vous engagez à m'accompagner de manière d'accompagner éditorialement mon travail. Donc, faites-le déjà dès le début. Et puis, listez vos meilleures investigations. Ici, ça répond aussi à la question qui m'a été posée tout à l'heure là. Listez vos meilleurs. Quel est ton meilleur travail? Il peut être dans l'audiovisuel, il peut être dans quoi? La presse imprimée, il peut être dans la presse digitale. Vous alignez vos meilleures productions, vous vous dites, par exemple, dans le cas de cette bourse ici, on en demande trois. Vous vous dites, ah, quand j'ai réalisé ces reportages, vraiment, c'était le meilleur pour moi. Ou bien celui-ci avait eu beaucoup plus d'impact au sein de la communauté. Listez-les, les trois là, mettez-les aussi de côté, mettez-les à part. Et puis, commencez, c'est-à-dire que c'est maintenant que vous pouvez commencer à rédiger votre proposition. À ce point-ci, quand vous dites que, alors, premier aspect, j'ai relu, j'ai compris, j'ai déjà exigé, j'ai déjà demandé à mon éditeur de m'envoyer une lettre. Maintenant, je viens aussi de lister mes meilleures productions. Vous pouvez maintenant commencer à rédiger votre proposition. Et je l'ai dit, vous le rédigez en suivant le critère qui sont établis dans les canevas. Parce que le canevas, il est sur le site et il y a certains critères qu'il faut suivre. C'est-à-dire, assurez-vous que vous répondez vraiment à ces critères-là. Et puis, vous pouvez maintenant, bon, c'est optionnel, mais vous pouvez contacter vos personnes de référence parce qu'on en demande trois pour ceux qui postulent. Bon, pour tout le monde qui postule, on en demande trois personnes de référence, c'est-à-dire des gens qui vous connaissent en tant que journaliste. Ce ne sont pas de personnes de référence comme vous pouvez dire que je veux mettre mon chef de quartier. Non, celui-là, il ne connaît pas votre travail de journaliste. Bon, je ne sais pas s'il peut fournir des témoignages qui accompagnent votre candidat. Mais il faut que ce soit un journaliste qui vous connaisse et qui connaît déjà votre travail en tant que journaliste. Il y a un autre aspect important, c'est la relecture de votre proposition que vous venez de finir de rédiger. Alors, vous pouvez vous dire que ah, ma proposition ici, c'est mon projet, c'est mon secret. Non, c'est pas votre secret. La personne qui peut vous relire elle peut vous donner certains autres détails auxquels vous êtes passé. Vous vous êtes passé de certains détails et il peut vous dire, mais ici, tel que je vois, tu pouvais ajouter tel élément, ça pouvait renforcer ta proposition ici. Et puis, après avoir fait relire, oh, vous incorporez ces éléments-là. Après les avoir incorporés, vous pouvez maintenant vous dire que maintenant, je peux aller sur la plateforme et postuler. Donc, voilà un peu. Je ne dis pas que c'est une parole d'évangile, mais c'est des détails que je vous partage par expérience, bon, par modeste expérience, parce qu'il ne faut pas que je sois prétentieux, mais c'est des détails qui peuvent vous aider vraiment à peaufiner votre candidature afin qu'elle maximise les chances d'être retenue. Donc, je monopolisais la parole, Madeleine. Je ne sais pas si C'était très il y a pas, intéressant. il y a pas de gens qui commencent à somnoler. Je pense que c'était très intéressant à voir les commentaires dans le chat.
J'ai également vu une des questions qui est revenue plusieurs fois de plusieurs personnes disant, est-ce qu'on a besoin d'être journaliste multimédia parce que les cartes que tu as partagées, les photos que tu as partagées, ont donné l'impression qu'il fallait venir étant JRI à ce programme RIN. Et je dis vraiment sans embâche, non, vous n'avez pas besoin d'être JRI, de savoir faire des photos ou quoi que ce soit. Vous avez besoin d'être un bon journaliste. Un bon journaliste, c'est celui qui sait dénicher un sujet de qualité, qui sait trouver un angle original pour rédiger. C'est celui qui sait collecter l'information, qui sait la traiter, qui sait l'analyser, qui sait rédiger. Vous pouvez ne pas savoir faire l'analyse de données. Il y aura des formations pour vous amener à Mhm. savoir comment le faire. Et ça va commencer au niveau basique. De toutes les façons, quand vous commencez la bourse, on vous demande votre niveau dans chaque... Il y a des formulaires qui permettent de voir quel est votre niveau et on adapte les formations, comme on dit, sur mesure, selon le niveau de chaque participant, de chaque boursier. Maintenant, s'agissant des photos, des vidéographies, vous avez, en dehors de votre salaire, en dehors de ces formations, il y a aussi ce qu'on appelle les frais de reportage pendant la bourse. Ça peut aller jusqu'à 10 000 $ selon les besoins de votre enquête. Si vous avez besoin, par exemple, de travailler avec un photographe, vous devrez fournir les coordonnées de ce photographe, plein d'informations pour le côté financier et comptable de Police Center, pour qu'on sache avec qui vous travaillez. Un photographe de qualité, peut-être ce qu'il a déjà eu à faire et aller sur le terrain avec le photographe. Vous aurez peut-être besoin de faire des images de drone. Tous ces éléments, c'est des choses qui peuvent être financées. C'est pour ça qu'on dit, venez préparer votre projet, que ce soit un projet solide, un projet ambitieux, un projet percutant. Venez avec quelque chose que vous êtes sûr que vous pouvez le faire et que vous pouvez vous appuyer sur toutes ces ressources disponibles là pour faire un travail vraiment de qualité, de sorte qu'à la fin de la bourse, vous puissiez gagner un prix avec. À la fin de la bourse, une grosse organisation, un gros média international puisse vous recruter basé à Butembo, ce gars qui est basé à l'est du Cameroun, ce gars qui est basé à Lubumbashi, vraiment, il a fait un travail extraordinaire. Je veux qu'il soit désormais peut-être mon correspondant. Et c'est la qualité du travail que vous allez réaliser qui va vous attirer ce type d'aura, ce type d'opportunité demain. Donc, vraiment, il y a des ressources pour faire ce travail de qualité. Mais rassurez-vous juste que vous respectez les différents conseils que Jonas a fourni pour la préparation. La préparation est vraiment plus déterminante que le moment de postuler en lui-même. Il faut juste cliquer pour envoyer votre candidature. Mais c'est tout le travail en amont de préparation qui demande du temps, qui demande une implication et un engouement, euh, grosse motivation, une détermination de votre part. Je pense qu'on a fait le tour des différentes questions et nous sommes déjà à 1 heure de notre chat. Alors, et je vois quelques autres questions là. Il ne faudrait pas qu'on tire beaucoup sur le temps, mais je vais prendre le temps de répondre à ces questions. J'aimerais savoir quelle a été la plus grande difficulté et comment tu l'as surmontée. Je pense qu'on va programmer un autre webinaire avec Jonas encore pour qu'il nous raconte de bout en bout son expérience encore comment est-ce que cette expérience t'occupait une semaine, un mois? Je pense que c'est important d'aborder cet aspect aussi. Est-ce que les sujets liés à la conservation de la biodiversité marine et côtière peuvent être éligibles? Parce qu'on a beaucoup insisté sur la gouvernance forestière. Alors, on a parlé de gouvernance forestière comme sujet parmi tant d'autres. Je vous ai aussi invité à regarder les travaux des anciens boursiers. Jonas l'a dit plusieurs fois, il faut lire et relire, pas seulement l'appel à candidature, mais visiter aussi le site du Police Center, visiter les liens, ouvrez les pages des boursiers, des différents boursiers des cohortes précédentes, des articles qui concernent la bourse RIN, pas seulement du bassin du Congo, mais de l'Amazonie, pour voir un peu quels sont les sujets qui ont déjà été abordés par les journalistes. Des sujets sur la conservation, il y en a. Tant que ça met en exergue la question de la gouvernance, de la politique, de la finance, du commerce, vraiment, ça devient intéressant, que ce soit la conservation, que ce soit la biodiversité. C'est vraiment ce côté d'analyse analytique là qui peut être déterminant. Donc, c'est pas seulement la forêt, c'est pas seulement la mine. Il y a aussi les espèces protégées, il y a aussi la biodiversité, il y a aussi les aires protégées. Et il y a aussi les projets d'infrastructure. Pour le boursier de cette année, par exemple, un des boursiers de cette année au Brésil, il travaille sur des grands projets d'infrastructure qui ont déforesté une route qui a été aménagée sans les accords parlementaires et tout ça. Et ça fait un gros tollé au Brésil récemment. Donc, vraiment, c'est des sujets dignes d'intérêt public qui sont connectés à l'environnement et aux forêts du bassin du Congo, de l'Amazonie, de l'Asie du Sud-Est. Je vais terminer avec Jonas pour qu'il nous parle en quelques mots du temps que ça requiert en tant que boursier de Police Center, boursier RIN, le temps qu'il faut mobiliser durant l'année.
Oui, alors, je peux dire que c'est tout le temps, hein. C'est tout le temps parce que ne vous en faites pas, il vous arrive de penser que même une année, c'est pas suffisante. En tout cas, ça, j'en ai l'expérience parce que il t'arrive que la période est presque écoulée pendant que ton éditeur continue de te bomber avec beaucoup de remarques, beaucoup de détails, de demandes, de formations complémentaires. Oui, c'est du temps qui paraît suffisant, oui, mais qui ne l'est pas aussi. C'est-à-dire que, il y a aussi un côté de la discipline. Bon, effectivement, il y a beaucoup, il y a des faits, des phénomènes qui peuvent être indépendants de votre volonté, notamment de situations de maladie, mais c'est toute une année où vraiment c'est intense. Faut pas penser que vous aurez, vous vous dire, ah, j'ai 10 000 $ le terrain, j'ai salaire, mais je vous dis que c'est vraiment ça t'occupe de manière à ce que tout le temps, tu le consacres sur ce travail-là et tu apprends, mais aussi tu essaies de mettre ça à profit. Donc, c'est du temps qui paraît suffisant, mais qui ne l'est pas aussi de l'autre côté. Ouais. Alors, il y a également une question, merci beaucoup Jonas, il y a une question sur le salaire et je pense que j'ai mis la réponse dans le chat, que nous efforcerons de prendre en charge votre salaire et une fois que vous êtes sélectionné pour la bourse, on vous demande quel est le salaire que vous aviez déjà Et je crois et c'est cette qu'ils veulent base. savoir si c'est combien. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas donner Non, des ils chiffres ne parce savent que pas. ça dépend d'une région à une autre pour Et ça déterminer le fait partie salaire. des Ça dépend secrets de professionnels aussi. voilà. Ça dépend aussi de votre expérience. Et l'échange, ce qui est sûr, c'est que vous avez une offre et vous pouvez négocier, vous pouvez faire appel ou bien on pouvait échanger pour voir si vous êtes d'accord ou si l'offre ne vous arrange pas. À ce moment-là, quand vous avez déjà traversé tout le filtre, vous pourrez avoir plus d'informations, mais c'est vraiment un travail en synergie qui est fait avec votre média, avec vous, avec d'autres personnes dans la région pour déterminer votre salaire annuel. Donc, il se peut que vous puissiez percevoir un montant plus important que ce que vous percevez actuellement. Et en plus du salaire, comme on l'a dit, il y a aussi ces frais de reportage qui peuvent aller jusqu'à 10 000 $, dont les frais de descente sur le terrain pour faire des enquêtes, pour causer, pour faire appel à des consultants pour vous aider dans votre travail. Donc, en fonction des besoins de votre projet, ça peut aller jusqu'à à 10 000 $. Et ces frais doivent être approuvés avant d'être utilisés. Donc, chaque fois que vous avez une dépense à faire, vous la soumettez aux éditeurs du Pulitzer Center, du Rainforest Investigation Network, ils valident et on vous fait de la dépense et on vous rembourse l'argent que vous avez eu à dépenser. Donc, c'est évalué par les rédacteurs et voilà, toutefois, nous prenons en charge le soutien administratif éditorial nous ne prenons pas en charge le soutien administratif et éditorial de la rédaction qui vous accueille. Ça veut dire on ne va pas payer votre éditeur, votre rédacteur en chef ou bien des frais administratifs du média pour lequel vous travaillez. Donc, je pense que nous avons largement débordé le temps. Merci pour votre participation. Merci pour votre participation active, les questions qui étaient très intéressantes. Nous espérons vivement que vous allez cliquer sur les différents liens qui ont été partagés. À la suite de ce webinaire, je vais vous envoyer l'enregistrement du webinaire, mais également les liens, les différents liens que nous avons partagés tout au long de ce webinaire afin que vous puissiez être mieux outillés et mieux vous préparer pour votre candidature à la bourse Serine. Voilà d'autres liens que j'ai ajoutés dans le chat. Jonas, un dernier mot et puis on va arrêter. Oh oui, c'était un honneur de pouvoir partager cette modeste expérience avec les confrères. J'espère que ça vous a été d'une utilité quelconque. Euh, Peut-être qu'on peut continuer à échanger pour ceux qui le veulent. Euh, bon, pour la plupart de ceux que je vois de la RDC, ils ont mon numéro de téléphone. En tout cas, pour la plupart de ceux qui sont de voir dans les chats et parmi les spectateurs, ce ils ont mon numéro. Donc, on peut continuer à échanger.
Euh, il y a des amis de longue date que je viens de retrouver ici, des amis burundais aussi que j'ai eu à voir ici. Donc, c'était un honneur de pouvoir échanger. Et j'espère que ce moment vous a été d'une quelconque utilité. Et n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'un conseil, j'ai acquis gratuitement et je donnerai aussi gratuitement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonas, pour cette disponibilité et surtout pour ces précieux conseils à tous ceux qui nous ont suivis pendant ce webinaire. Vous aurez les liens d'enregistrement. Merci encore pour votre participation et nous attendons vos questions. N'hésitez pas également à me contacter, à contacter d'autres collègues. Nous avons des collègues du Police Center dans la région et vous pouvez écrire directement aussi à l'adresse email qui est sur le lien de candidature. Quelle que soit la question que vous avez, n'hésitez vraiment pas à la poser. Et nous espérons que nous aurons beaucoup de candidatures de qualité venant de tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Merci beaucoup et à la prochaine.